Bonjour Florent Dubois, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous publiez donc ce livre Béton écologique et construction durable, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir la transition. C'est aux éditions Erol. J'avoue que quand j'ai reçu le livre, je me suis dit béton écologique. Voilà un autre oxymore, ça semble contradictoire. Oui, mais ça reflète en fait bien un paradoxe actuel, puisque on se rend compte que le béton, qui a été le matériau au XXe siècle, qui a permis de concrétiser l'idéal républicain en apportant le confort, l'hygiène de masse, aujourd'hui, il pâtit d'une image terriblement négative face aux défis climatiques et à cette révolution écologique à laquelle il est appelé. Mais c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour montrer, décrypter les pistes concrètes qui vont marquer cette révolution, cette évolution du matériau, parce que c'est un matériau qui a toujours évolué, qui a muté au cours des époques pour répondre aux défis que les sociétés humaines lui demandaient. Oui, et on va évidemment détailler les solutions pour tendre, on va dire, vers un béton écologique. C'est vrai que c'est des enjeux majeurs, les enjeux de construction durable. En France, la construction de bâtiments et d'infrastructures de transport consomme 2 tonnes de béton par an et par habitant. Ça représente 2% de notre empreinte carbone. Vous l'avez un peu évoqué, mais si on fait un focus sur la France, ça représente quoi ? Quelle place on a fait au béton dans notre pays ? Il faut se rendre compte effectivement de l'échelle de notre consommation de matériaux pour la construction. Donc c'est des infrastructures, c'est des bâtiments. Aujourd'hui en France, par an, on construit l'équivalent en termes de bâtiments, de la taille d'une ville comme Marseille et 56 viaducs de Millau. Donc effectivement, ce sont des chaque année. Chaque année, si on regarde les volumes effectivement de béton principalement, c'est le matériau principal, ça représente cette consommation de matière. Donc face au défi de la transition écologique, il faut tenir compte de cette échelle parce que ça va appeler des gisements, des nouvelles ressources décarbonées, recyclées, renouvelables, qu'on va devoir mettre en œuvre pour utiliser et concevoir ces nouveaux ouvrages en béton. Alors, si on rentre un peu dans le détail, comment réduire l'empreinte carbone de la construction en béton ? Là, vous avez parlé de recyclage. C'est quoi, par exemple, les options de recyclage ? Oui, alors, pour parler d'empreinte carbone, il faut aussi se mettre vraiment dans la perspective d'ouvrages et de béton écologique. Parce qu'on ne peut pas penser carbone sans économie circulaire, puisque tout ça va appeler des gisements décarbonés et toutes les ressources sont limitées, qu'elles soient renouvelables ou minérales. Donc, il faut bien regarder les choses en parallèle. Donc, pour moi, il y a trois principaux axes pour faire un béton écologique. D'abord, il faut répondre, c'est un béton qui va être utile à la société post-carbone. Donc un béton qui va être spécifié pour des infrastructures comme des fondations d'éoliennes, des routes partagées qui permettent la mobilité douce, ou des bâtiments durables dont l'architecture va permettre aussi un usage un petit peu plus intensif aujourd'hui et aussi à l'avenir. Le but, c'est aussi de réduire les besoins à l'avenir en construction, donc des bâtiments évolutifs, réversibles. Tout ça, ça va changer déjà un petit peu le cahier des charges des bétons de demain. Donc, quels usages on va faire de ce béton, pour bien spécifier déjà de quel béton, avec quelle performance on attend. Ensuite, effectivement, c'est des bétons qui vont être plus performants, mieux formulés, plus finement, peut-être plus résistants, plus durables. Et en fait, le secret du béton performant, c'est aussi sa compacité. Pour des questions de durabilité, de résistance, on va chercher à le rendre le plus compact possible. Et pour ça, ces dernières années, on a fait des avancées assez importantes, où on a développé des bétons fibrés ultra haute performance, par exemple. On voit, par exemple, le Mucem. Vous voyez cette dentelle qui l'enrobe. On pense aussi à la passerelle. Le musée à Marseille. Le musée à Marseille, des civilisations de Méditerranée. Donc, on pense à cette dentelle. Il y a aussi cette passerelle qui est très très fine, avec un grand élancement, qui évoque même l'acier, alors qu'en fait, c'est du béton. Et donc ça, c'est des techniques de formulation de béton qui permettent de le rendre beaucoup plus durable, vraiment dans sa longévité, et compact, donc résistant. Et cette technique-là nous permet aussi de décarboner pour des bétons un peu plus ordinaires, pour du bâtiment courant, de décarboner en optimisant la formulation du béton. D'accord. Donc c'est-à-dire des bétons plus résistants qui permettent
aussi un gain de matière dans son ensemble. Donc ça veut dire pour bien comprendre, on utilise moins de matière pour faire ce béton plus compact. Exactement, puisque on va décupler sa résistance mécanique, notamment, on va pouvoir réduire le besoin en matière pour cette même résistance. Mais je parlais de recyclage, vous n'avez pas vraiment répondu parce que. Pardon. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'était très intéressant ce que vous venez de dire. Ce que je connaissais moins que le recyclage, parce que on commence, les géants du secteur commencent à se dire, mais il y a un gisement de béton qu'on peut réutiliser, c'est ça, quand on détruit un bâtiment, comment ça se passe, le recyclage du béton? Exactement. Alors déjà, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le béton, il est 100% recyclable. Ouais. Il suffit de séparer les aciers de renforcement et après on retrouve la matière minérale qu'on peut concasser et récupérer à différentes granulométries pour recomposer un béton. Donc ça, on sait le recycler à 100%, on sait même faire des bétons à base de granulats recyclés à 100%. Donc techniquement, il n'y a pas de problème. Effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'adéquation entre les gisements de béton de démolition. Heureusement, on construit un peu plus que ce qu'on démolit tous les ans. Et donc, effectivement, cette consommation. Donc, le but, c'est d'incorporer de plus en plus de ces granulats recyclés à proximité des métropoles, là où il y a des chantiers. Mais alors, aujourd'hui, c'est pas une colle, je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais ça représente quoi, le béton recyclé? C'est quelques pourcentages, c'est moins de 5%, ça représente... Oui, c'est vraiment minime, quoi. C'est effectivement le taux de ressources, de granulats recyclés dans les bétons, il est très faible. Il est effectivement de l'ordre du % sans doute. Ça évolue très rapidement en ce moment, puisque justement les travaux récents dont je faisais allusion ont montré que les bétons recyclés pouvaient être résistants, durables, etc. Donc c'est en train d'évoluer, mais ces granulats sont aujourd'hui beaucoup utilisés pour les infrastructures routières. Donc il y a déjà un marché, si vous voulez. Ah oui. Donc, et c'est pas forcément extensible. Vous dites, on pourrait monter jusqu'à quel pourcentage de béton recyclé? Je ne sais pas si là on est autour du effectivement 25-30%. Ah oui, donc il y a quand même une grosse marge de progression. Suivant le besoin. Mais c'est en fait le principe de l'upcycling, comme on dit. Donc aujourd'hui, c'est ce granulat qui est utilisé dans les sous-couches routières, le mettre dans du béton pour plus de valeur ajoutée, en fait, et trouver d'autres substituts, comme le recyclage des terres polluées ou des granulats qu'on peut récupérer ailleurs, d'autres granulats aussi artificiels issus de l'incinération des déchets. Voilà, il y a plein de coproduits industriels qui pourraient être utilisés comme, ou même les sédiments de curage, etc., des granulats qui permettraient de faire ces sous-couches routières. Donc c'est tout un cycle à réinventer. J'ai vu qu'il y avait d'autres options, le béton de bois, le béton de chanvre. Ça c'est pareil, on est de l'ordre de la recherche ou alors c'est déjà utilisé? Non, c'est déjà utilisé. Alors, c'est vrai que quand on repense la formulation du béton, on peut imaginer toutes sortes de granulats pour en faire des bétons isolants. Il y a des bétons structurels isolants avec de la pierre ponce, par exemple. Ça permet de faire des façades isolées, même architecturales, avec toute une qualité esthétique aussi. Et puis, si on veut le rendre encore plus isolant, on peut chercher des granulats végétaux. Donc le chanvre, ça se pratique déjà. C'est une filière qui a à peu près 30 ans. Donc elle est en train de prendre de l'ampleur, justement, avec cet engouement pour les matériaux biosourcés. Et donc, on arrive à faire des façades, des murs isolants en béton de chanvre. Donc là, c'est vraiment le granulat qu'on va lier avec de la chaux, par exemple, pour faire ces bétons. Les bétons de bois aussi retrouvent une nouvelle dimension. On les utilisait pas mal pour des murs acoustiques, parce qu'il y a des propriétés phoniques intéressantes, mais on est en train effectivement de les utiliser plus largement. Je voudrais qu'on parle des engagements du secteur du BTP. D'ici à 2030, les majors, les géants français du BTP, devront avoir diminué leur empreinte carbone de 40%, avec un objectif zéro carbone en 2050. Est-ce que vous diriez que c'est un effort collectif qui est en train de s'engager? Oui, et on est en train de prendre conscience et de partager cette feuille de route entre industriels, entre entreprises de construction et pouvoir public. C'est vraiment un triptyque, même utilisateur-consommateur, ces fameux triptyques. Mais je pense qu'on a besoin vraiment de se familiariser avec ce qui constitue ces feuilles de route. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une convergence entre la stratégie nationale bas carbone, les plans de transition sectorielle de l'ADEME, etc. Toutes les feuilles de route montrent qu'on a bien identifié les leviers qui permettent de décarboner le ciment, le béton aussi dans son ensemble, puisqu'effectivement, quand je dis béton plus performance, ça nécessite aussi de former
d'accompagner les entreprises de construction pour les mettre en œuvre, puisque le but, c'est de ne pas changer non plus trop vite les propriétés de ces bétons, pour qu'ils puissent être déployés assez rapidement là, dans les 10 années à venir. Merci beaucoup, Florent Dubois. Béton écologique, construction durable, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir la transition, c'est donc publié aux éditions Erol. On passe à notre débat, la neutralité carbone comme argument de communication.